À la limite, ça peut être un jeu, mais bon. D'accord, donc c'est un niveau 3. Donc quand vous êtes là en train de vous dire, mais je sais comment il s'appelle, je sais comment il s'appelle, je sais comment il s'appelle, et que vous n'arrivez pas à vous en souvenir, en fait, vous êtes passé dans une transe momentanément, sur une transe qui est une transe amnésique. Et souvent, c'est quand vous sortez de ce truc-là, souvent vous n'êtes plus avec les mêmes personnes, vous êtes dans un autre endroit, ça revient. Pourquoi vous sortez complètement de votre transe, et vous vivez une autre transe. Donc, tac, l'information, elle revient. C'est ce qu'on estime être un niveau 3 sur l'échelle NGH. Ok, alors, tu veux bien faire le niveau 4? Ok. Alors, tu peux tendre ton bras, s'il te plaît. Tu me dis quand ça te fait mal. Tu veux que je fasse ça? D'accord. Là, tu es sensible ou pas? Oui. D'accord. Ok, donc vous voyez où est-ce qu'elle a à peu près la douleur arrive? Tu veux bien recommencer? On recommence. D'accord, tu respires bien. D'accord, voilà. D'accord, donc là, on voit que sa douleur, à partir du moment où elle est là, voilà, son visage part. Ok, donc là, 2 petites secondes. Détends-toi, relaxe-toi. Merci. Là, tu détends de plus en plus. Ah, tu te relâches. Là, simplement, tu descends 10 marches. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tu respires profondément. Simplement, dans quelques instants, tu vas simplement anesthésier, complètement anesthésier, totalement. Tu vas friser ton bras. Voilà, tu frises complètement là. Tu me laisses aller complètement, simplement, parfaitement. Tu ouvres les yeux si tu as envie. Tu me dis si à un moment ou à l'autre. Une sensation de douleur. Voilà. Donc là, vous voyez la différence. Tac, là, tu redors. Tu rendors, tu reprends, simplement. Et tu doubles. Et là, tu imagines simplement que c'est comme une piqûre d'anesthésie qui arrive dans ton bras. Et là, c'est toi qui vas le faire toi-même avec ta propre initiative. Donc là, c'est juste vous montrer qu'en moins de 5 secondes, on peut potentiellement calmer ses douleurs et quand tu es bien, tu le fais. Et donc travailler sur le principe anesthésique, voire ou analgésique à ce moment-là. L'idée étant juste de montrer que vous avez vu que... Donc là, c'est plus intéressant quand c'est elle qui le fait. Ouais, bon, tu vas pas t'arracher le bras non plus. C'est bon, merci. Voilà. Ok, respire, dors. Ok, là, tu reprends simplement, tu sais que tu n'auras pas de marque, tu seras juste bien, tu laisses complètement ton bras bien reprendre sans la moindre gêne, juste parfaitement bien. 1, 2, 3, juste de la fraîcheur, du bien-être. Tu respires 1, 2, 3, tout, tu réussis. Cool. Ça va? Okay. Donc, c'est juste ce principe-là. Là, c'est un niveau 4. En général, le niveau 4 est égal au niveau somnambulique en hypnose hellmanienne. Et nous, c'est à partir de ce niveau-là qu'on commence à travailler. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une séance si la personne n'est pas à ce niveau-là. D'accord? Ça, c'est vraiment une grosse spécificité. Hellman, il disait, si la personne n'est pas à un niveau somnambulique, zappez. Zappez. Continuez à... Non, pas zapper. On rigole sur zap parce que c'est une forme d'induction extrêmement violente existant en hypnose qu'il ne faut jamais faire, c'est pour ça. Il y a, pour lui, il dit, bah, dans ce cas-là, vous approfondissez. On approfondit jusqu'à arriver au niveau de base pour pouvoir travailler dans l'hypnose hellmanienne. Ça, c'est vraiment une grosse spécificité, c'est-à-dire qu'on a une obligation d'arriver à un certain niveau. Si la personne n'est pas prête à ça, eh ben on doit trouver un autre chemin, mais on doit se débrouiller qu'elle arrive à un niveau suffisamment bas pour que la réponse à une suggestion d'anesthésie ou d'analgésie fonctionne. D'accord? Ça, c'est niveau 4. Ouais, ça va rien leur donner à ce niveau-là. Ah, les hallucinations. Bon, alors les niveaux qui suivent sont en fait des niveaux hallucinatoires, mais pour vous, ça ne va pas du tout vous parler. En gros, faire apparaître quelque chose potentiellement à la personne. Une hallucination n'est pas autre chose qu'une projection de l'imagination et la perception potentielle de ce que l'on ressent, perçoit et voit. D'accord? Ça ne remplace pas la réalité, c'est juste que ça supplante la volonté de voir la réalité. On en a tous eu, hein, je suis sûr que j'ai vu quelqu'un qui te ressemblait, ou j'ai vu quelqu'un, c'était toi, maintenant c'est quelqu'un qui te ressemblait. Mais on était sûr à ce moment-là que c'était cette personne-là. Ou quand on est sûr que on a entendu quelqu'un qui nous a appelé, ou on nous a dit quelque chose. C'est ce qu'on appelle des hallucinations auditives. On en a tous eu des choses un petit peu... ah, j'étais sûr, j'ai posé mes clés là. Je les ai vues tout à l'heure. Ouais, non, mais elles étaient dans la poche depuis le début. Ça, c'est des hallucinations qu'on a très très fréquemment. Donc c'est juste des moments à penser que les trans, on en a au quotidien, comme je vous ai dit, c'est naturel, et on passe d'une transe à une autre. Et souvent, si ça vous arrive souvent, le coup de j'arrive pas à revoir mes clés qui sont devant moi ou autre,
Prenez un grand verre d'eau, respirez bien, étirez-vous et retournez à la place où vous étiez. La plupart du temps, vous allez voir. Parce que la notion de l'hallucination, c'est vraiment quelque chose où on s'est bloqué dans une transe. Moi, je me souviens d'une fois où c'était un truc pour la graisse de ma chaîne de bécane. Donc c'est quand même un truc qui est grand comme ça. Je l'avais posé. Je sais où je l'avais posé. Je vais pour la prendre parce que j'étais... Bien sûr, ça n'arrive que quand on est speed, quoi qu'on on a un rendez-vous dans 10 minutes et qu'on n'a pas le temps. Donc bien sûr, on rentre dans une transe de stress. C'est une transe, ouais, on est plus centré sur nous. Je savais où elle était. J'arrive, surtout que chez moi, c'est pas très grand. Je ne le vois pas. Je me dis, ok, donc je suis complètement ailleurs. J'arrive pas à me centrer. Je pose ma main. Hein. Je tâte le truc partout parce que je me dis, je vais bien la choper un moment ou un autre. Rien, je ferme les yeux, je me pose dans de l'auto-hypnose, je descends, je reviens, ma main, le truc était là, ma main était là. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à la voir, parce que j'étais conditionné à je dois me dépêcher, et donc la suggestion de stress, plus t'as pas le temps, il faut que ça aille vite, trouve-le rapidement, fait que je n'ai rien trouvé du tout, et qu'il a fallu que je change ma transe pour récupérer quelque chose. Ça va, ça vous parle tout ça? Oh oui. Oh. D'accord, mais c'est intéressant de vous rendre compte qu'en fait c'est des transes. C'est vraiment des choses naturelles. Hein. C'est votre subconscient qui est en train de vous balancer une info. Parfois on ne la comprend pas très clairement, mais ça a quelque chose d'intéressant. D'accord? Pensez que ces transes-là, c'est ça qui va être exploité dans le cadre de l'hypnose. Okay? On va vous montrer l'état d'après. Tu veux bien? Alors l'état d'après, c'est ce qu'on appelle l'état SDL. Alors, je vais vous faire une petite historique de l'état SDL. SDL était un médecin britannique en Inde. Je ne vais pas vous dire exactement les dates parce que je vais encore passer pour je ne sais plus quoi, mais on va dire que c'était début du 19e, à peu près au moment où le chloroforme a été trouvé. Ça, c'est important de l'avoir comme information. Ce qui se passait, c'est que SDL, à l'époque, faisait une forme de mesmérisme, donc qui est lié à de l'hypnose. C'est clairement de l'hypnose avec des passes magnétiques. C'est intéressant. Sauf que, il avait compris qu'au bout d'un moment, en approfondissant, donc lui il n'appelait pas ça comme ça, hein, en faisant des passes pendant 1 heure comme ça, c'était pas 1 heure, hein, parfois c'était 2 jours. Donc 2 jours de comme ça, c'est sûr que tu te barres quelque part. Hein. Je sais pas où, mais tu te barres. Hein. Alors elle en plus qui part super vite, là c'est bon, dans 5 minutes elle y est. Ça va. Donc, bon, il avait trouvé qu'à un certain niveau de transe, les personnes ne ressentaient plus de douleur. Et qu'ils pouvaient les opérer. C'était quand même ça l'intérêt. La spécificité de l'état SDL, c'est qu'à l'inverse du niveau précédent, là où vous avez vu une analgésie ou anesthésie, je lui ai proposé la suggestion. Ok, là tu vas ne plus avoir mal, ou tu vas... Là c'est moi qui lui ai proposé. Ce qu'il a appelé coma hypnotique. Donc, le fameux coma. Il y a plein de gens qui se disent je vais rester bloqué en hypnose. On ne reste pas bloqué en hypnose. Hein. C'est pas possible vu que c'est un état naturel. Alors à la limite on reste un peu longtemps, mais on ne reste jamais très longtemps. Pas trop longtemps. Trop. Je vais préciser. D'accord. Donc il a commencé à faire des opérations avec ça. Il a réussi à... Après les stats de l'époque, j'y crois pas trop, mais apparemment il a fait 200 ou 300 opérations sous anesthésie, comme ça. Donc c'était chouette, ça nous permettait, surtout à l'époque il n'y avait pas de chloro, donc sur un champ de bataille ou quand on rentrait de la guerre et qu'on coupait la jambe, souvent on y passait, rien que la douleur devait être tellement intense, donc ça a été super comme trouvaille. Bon, c'était un peu long, le gars a eu le temps de mourir à mon avis entre temps, mais je pense qu'il y avait quand même des ratés. Hein. Par contre, l'idée était intéressante. Il a renvoyé ça au UK, donc en Grande-Bretagne, et le temps que ça arrive, Bredd, qui est celui qui a inventé le mot hypnose, hein, et puis toute la smala hypnose plus médicale là-bas, a regardé les retours, on trouvait ça intéressant, mais ils n'ont pas pu se creuser parce que je crois 2 ou 3 ans plus tard, ou à 2 ou 3 ans près, il y a chloroforme qui est arrivé, et le chloroforme ça allait vite, ça marchait, et donc on n'allait pas se prendre la tête à passer 2 heures à faire des passes à des gens. D'accord ? Donc ça c'est un peu l'historique. Pendant des années, moi j'ai ma prof qui est une de mes profs qui est australienne et un de mes profs américains qui disait que ça ne servait à rien hormis calmer les douleurs, c'est-à-dire mettre des personnes dans cette transe-là, surtout des personnes des grands brûlés, etc., les mettre à ce niveau-là.
ça permet d'être en anesthésie complète. En fait, on est tout seul dans notre monde et on est juste super bien. Donc ça, c'est chouette. Tout le monde peut y aller. Par contre, il y en a qui ont vachement de résistance parce qu'ils ont peur. Donc après, c'est le boulot aussi du thérapeute derrière. C'est plutôt intéressant et en fait, moi j'ai utilisé énormément parce que je voulais le voir dans tous les sens et on peut faire plein de choses avec. Le problème, c'est que ça n'a pas du tout été exploité. Ils ont dit voilà, c'est un truc, en gros depuis 1850 ils n'ont pas exploité, donc ils disent ça existe mais ils ne savent pas comment exploiter, alors qu'on peut faire plein de choses super sympas avec. Notamment, on avait vu des choses au niveau du corps qui se transformait à certains endroits, des douleurs en chronique qui partaient, des problèmes avec des addictions, quoi, des choses assez intéressantes. Ça reste encore un champ d'études, mais ça reste quelque chose de très intéressant. Donc là, on va juste vous montrer. Tu veux bien? Yes. Hop, bon, ne me dépatouiller. Pose-toi, tranquille. On fait juste un petit test avant, quand tu essaies de résister. Là. Ah, t'es quand même... D'accord. Alors, vous allez voir le test tout à l'heure, il a de l'intérêt. Ok, ça va? Ok, dors. Tu te détends, tu te relâches simplement, merci. Et tu te détends, hop, de poser, hop, je dois tomber là. Tu peux voir? Ok. Ok, tu te détends simplement, de plus en plus. De plus en plus. Ok. Respire. Et là, simplement. Alors là, on le fait en version accélérée, parce que je sais que vous n'avez pas... Parce que je voulais passer 2 heures comme ça, mais je me suis dit ça va pas vous plaire. Allez, étoile, 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 étoile. Tu respires profondément, étoile, étoile, étoile. Là, ce que je suis en train d'utiliser, c'est un ancrage. Donc en fait, les ancrages, ça nous permet de retourner rapidement à un état, ça m'évite à chacun de mes patients qui viennent une fois, surtout ceux qui sont hyper en résistance, de repasser 2 heures à les ramener dans un truc, dans un état. Donc là, je sais qu'elle est à un niveau somnambulique. Ok, là maintenant tu... Simplement penser à comète, 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 comète. Comète, comète, comète. Comète, comète, comète. Ah ouais. Donc là, elle est en catatonie. Donc, je vais vous expliquer tout ça. La catatonie, c'est quand même très très particulier. D'accord? C'est vraiment très très particulier. Je ne vais pas tous vous faire venir pour vous montrer ce qu'est la catatonie, mais là visuellement vous l'avez. C'est solide, c'est dur, d'accord? Et ça reste, elle est en hyper... Et regardez, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'il n'y a aucune expression de malaise ou autre à ce moment-là. Pourtant ça c'est un effort, hein. D'accord? Je ne vais pas laisser 2 heures dans cet état-là. Voilà. Ouais, je vais juste vous montrer un petit truc. On a déjà fait sur celui-là tout à l'heure. Tac, tac. Donc comme je vous disais, l'intérêt. Alors une des spécificités en fait, c'est pour ça que souvent il y a eu tout un quiproquo et là il faut vraiment bien se rendre compte. On pensait qu'en hypnose, on ne peut pas ramener une personne en niveau coma hypnotique. D'accord? Je ne vais juste pas prendre le micro parce que je vais crier un petit peu. Tu reviens? Wow! Wow! 1, 2, 3, 4, 5, puis tu reviens. Alors je refais le process classique. À 5, tu vas ouvrir tes yeux. 1, bah, je vais éviter. Mais je vais montrer après au niveau de la douleur. Ok, à 5, tu vas remonter. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Elle reste dans son monde. Donc le coma hypnotique était reconnu pour ça. Il a fait, pendant une période, une espèce de peur par rapport à ça. Tu te détends, tu restes dans ton truc. D'accord? Ok, détends-toi. Relaxe-toi. Le coma hypnotique, il a fait peur pendant un moment parce que il y avait des patients qui se barraient en coma sans que ça ait été demandé. En fait, c'est des personnes qui partent très facilement. Et donc, quand le thérapeute dit bon, maintenant on a fini la séance, on va revenir à 5, et que le patient était encore comme ça, il ne bougeait pas, il y a eu des coups de panique, mais je pense bien méchant. Et c'est à ces moments-là où je pense qu'il y a une espèce de fausse croyance qui a été on peut rester en coma hypnotique. Non, on ne reste pas. Moi, j'ai fait des tests où oui, je suis resté 3 ou 4 heures. Ok, c'était long, mais je me le faisais moi-même. Maintenant, on a trouvé... Ça va me prendre. Tu changes de bras. Et là, tu sens ton bras. Donc,
le coma hypnotique, on a vraiment cru que c'était lié à quoi, on ne pouvait pas ramener les gens, et ils expliquaient en gros que il n'y a rien qui pourra la ramener. C'est faux, déjà il y a une phrase toute faite qui est ce qu'on appelle une menace. En gros, si tu restes dans cet état et que tu ne reviens pas à aucun moment, je t'assure que plus jamais de ta vie tu retourneras dans un état aussi positif. Ah ouais, hein, je ne pas. Hein. Tu peux rester dans ta transe tranquille, en appelant de l'énergie. Donc, c'est une menace. C'est pas super smart, mais ça fonctionnait comme ça fonctionnait. Donc, y a pas, on revient toujours, hein, même s'il y a des moments ça mettait du temps. Attends, je fais 1, 2, 3, ça va. Est-ce que tu veux montrer un six-cortes ou pas? Si on a le temps. Ouais, ça prend 5 minutes. On a jusqu'à quelle heure? Comme vous voulez. D'accord, ça va aller. Ok, donc, de ça, est né d'autres choses qu'on appelle les ultras. C'est ça. C'est son trans, c'est sa transe habituelle. Donc, les ultras, en fait, sont nés... Attends, je vais prendre ça. Ah, Pour l'instant, tu as... Ah, je tiens. C'est bon? Ok. Ah, il y a comme ça autant. D'accord, et là, t'imagines cette barre de fer. Et donc, de ça est né un autre concept qu'on appelait les ultras, c'est-à-dire officiellement, ils disent que c'est sous l'état du coma hypnotique. Pour moi, c'est pas une réalité. À mon avis, c'est au même niveau. Donc, il y a deux autres manières de partir très profondément en transe. Là, on a vu une catatonie. Vous avez vu que c'était vraiment rigide. Il y en a une qui va être ascendante, c'est-à-dire plutôt spirituelle, symboliquement très spirituelle, où on voit la personne vraiment s'éveiller, etc. Et une autre qui est beaucoup plus dite profonde, qui est ce que le fondateur Sikort a appelé ultra depth, donc profondeur ultra. Où là, on a tout l'inverse, on a une guimauve comme partenaire. D'accord? Donc je vais juste vous montrer ça, parce que c'est intéressant, on peut faire plein de choses avec ça, notamment, et là on touche la notion de l'inconscient. Moi j'ai vu des très jolies choses avec des maladies assez lourdes. Alors, bon, il y a toute une technique à mettre en place, hein, mais l'idée étant qu'on responsabilise la personne à se reprogrammer elle-même. Donc pour ceux qui sont dans le nettoyage cellulaire et toutes ces choses-là, qui connaissent un petit peu, c'est très lié à ça, sauf que c'est fait au travers d'une suggestion, d'une autosuggestion dans un niveau de transe qui permet la réceptivité à un moment donné au niveau cellulaire. Donc c'est assez joli les résultats qu'on a. Toi, tu avais quelqu'un qui marchait très mal. Il y avait l'exemple qu'il y a eu qui était joli, une de ces patientes qui a eu un AVC, donc qui marchait qu'avec une canne, c'est ça Et suite à un ultra qui arrivait à marcher mieux. Donc c'est quand même très 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 intéressant, sans canne. Donc il y a des feedbacks intéressants. Après, il y a plein de choses à voir derrière, mais c'est quelque chose d'intéressant. Ok, tu veux bien retourner? Ok, regarde. Voilà. Tu détends petit à petit. Je vais juste te dipper un petit peu. 10, 9, 8 étoiles. Ouvre tes yeux, ferme tes yeux, étoile. 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 Ok. Là, t'es bien simplement. Tu descends encore plus bas. Sans sentir juste ma main, et au fur et à mesure, c'est comme si tu étais en train de descendre. Ok, génial, étoile. Là, maintenant, tu vas simplement tripler cet état de relaxation et juste arriver à commettre. Je fais au plus vite. Hein. Donc voilà, là on retrouve notre catatonie de tout à l'heure. Ce que je voulais vous montrer, on le fait très rapidement, c'est que là, à ce niveau-là, elle est complètement... D'accord? Gentil subconscient, tu oublies tout ça. Hein. Ok. Et là simplement tu descends encore plus profondément, diamant. Je vais compter de 1 à 10 et tu accueilles simplement cet état diamant. 2, tu l'accueilles complètement. Diamant, tu es dans ta bulle. 4, diamant. 5, diamant. Je voulais vous montrer un ultra depth, mais elle part en ultra high. On la laisse partir où elle a envie d'aller.
Diamant. Regardez son visage, comment il s'ouvre. Donc là, ça va être moins marquant que l'ultra-depth. L'ultra-depth, en général, la personne est complètement détendue. Là, on est plus sur un état de plénitude et d'apaisement. J'ai mis le même ancrage sur diamant, qui est soit on monte, soit on descend en fonction de ce qu'on a au moment où on en a besoin. Donc là, ce qu'elle a envie de vivre, c'est plutôt... Ah, tiens, là, elle redescend. Bien. Elle vit à son rythme à ce moment-là. D'accord? Elle est dans son monde. Ok, là, petit à petit. Ce qui est intéressant, c'est au niveau du ventre, où en fait, ça c'est une des spécificités au niveau de tout ce qui est ultra, c'est qu'en fait le ventre est hyper laxe, tout le corps est hyper... C'est tout l'inverse de tout à l'heure, et à tout niveau, c'est-à-dire qu'elle est complètement... Là, elle est rentrée sur une transe très basse. Donc en fait, il y a zéro tonicité musculaire. Donc, ce qui est très intéressant, bon, plein de choses derrière. Et donc, à ce niveau-là, il y a vraiment tout qui se détend. Et c'est ce qu'on appelle le cœur de la relaxation, etc., etc. Donc, il y a vraiment des choses très intéressantes à faire à ce niveau-là. D'accord? Ça, c'est un niveau, donc, on va dire, il y a le coma hypnotique. Là, elle est en état Seacourt. Et l'autre état, c'est ce qu'on appelle ultra height. C'est là où tout à l'heure, on l'a vu monter déjà. Et là, elle est redescendue. D'accord? Je vais la ramener et on y retourne. Ok, là, simplement, tu vas retourner au niveau étoile, étoile, étoile. Tu commences à sentir tes mains, tes jambes. Juste tu prends de l'énergie, plein d'énergie. Ça, tu te sens de mieux en mieux. Tu remercies ton corps, ton esprit. Juste un bon moment, un bon voyage. Tu remercies petit à petit. Voilà, profondément. Je vais compter de 1 à 5 à 5. Tu ouvres les yeux, plein de force d'énergie pour continuer ta soirée et être bien. Avec en bonus track un petit fou rire parce que ça fait toujours du bien. Voilà. C'est juste le bonus track et tu prends juste. Et là voilà, mouton billette, là tu la doubles. Ah voilà, génial. Tu prends juste un grand plaisir pour toi. C'est juste à toi. Ok. 1, 2, 3. Allez, accélère jusqu'à 5, 4, 5. Tu veux les yeux quand t'as envie. Ici maintenant. Ça va? Je suis prêt pour tout l'entendre. Ça va? Ok. Même pas mal. Maintenant, la prochaine fois, je te demande comme ça. Ouais? Ok. Excusez-moi. Ouais. Là, la personne ne se souvient de rien. Si. Est-ce que tu te souviens de quelque chose? Je sais pas avec elle, on sait jamais. Là, je m'avance. Ah bah oui. Oui, je me souviens. T'es sûr? T'es pas conditionné? Non. D'accord. Ouais. Et est-ce que c'est fatigant? Est-ce qu'on se sent fatigué ou au contraire tonifié? Tonifié. Alors, après, c'est... la question est, est-ce qu'on se sent fatigué ou tonifié? Non, quand on revient, il fait les suggestions justement où on revient en forme et bien, donc voilà, on prend ça. On revient avec plein d'énergie, on se sent bien. En plus, quand je suis partie très profond, T'as vécu ce que t'as vécu, vas-y. j'ai travaillé aussi sur des choses, des douleurs que j'avais, et du coup, je me suis moi-même énergisée, travaillée sur des sensations et des douleurs. Donc, je reviens parfaitement bien, parfaitement. Enfin, moi, il faut un petit temps pour revenir pleinement. Mais une fois qu'on est là et tout va bien. Merci. Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à tout ça? Ouais. Première question. Bonjour. Bonjour. Ma première question, c'est l'état de déjà-vu. Est-ce que ça fait partie aussi de l'hypnose ou pas? C'est-à-dire? On est quelque part, on dit je suis... Ah ouais. Là, il y a des personnes qui vont expliquer ça purement avec le cerveau. Ils disent qu'il y a une désynchronisation au niveau notre cerveau va plus vite que le temps de réaction qu'on a pour traduire l'information qui a été donnée. Donc on va plutôt garder ça dans cette idée-là. Et ma deuxième question, c'est après avoir vu tous ces différents états, ouais. Votre travail qui consiste à la soigner sur quelque chose, comment ça se passe après? Alors, là, ça va dépendre de l'état dans lequel on va voir, ça dépend de la problématique. Il faut bien voir qu'en hypnose, alors là, toute hypnose confondue, et même toute thérapie confondue, la base, c'est l'anamnèse. C'est-à-dire le temps de questionnement
de déjà savoir s'il y a eu des thérapies avant, quelle est la problématique, et très souvent, alors là c'est clairement moi ce que j'ai observé avec le temps et ce que j'enseigne à mes élèves, c'est que les 5 premières minutes c'est du vent. C'est-à-dire que la personne va vous balader, va vous raconter l'histoire qu'elle a racontée à 40, 50, 60 fois à des copains, la famille, etc. Parce que la problématique n'est jamais celle que consciemment on pense qu'elle est. Et même ce qui est le plus magnifique, c'est que les personnes qui ont eu d'autres thérapies avant, et il suffit qu'il y ait eu un praticien qui lui ait dit « Bon, bah toi, t'es comme ça, je t'ai mis dans une case, t'as tel problème. » Bah, il va venir en me disant « Bah voilà, moi, on m'a dit que j'étais ça. » Et il va me parler de toute cette notion-là. Les premières minutes, vu qu'on est dans un état de conscience, on a envie que tout ce qu'on explique soit rationnel et logique. Donc, en général, on est très très loin de la problématique de fond. Sachant que il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir ni de travailler. Donc moi, mon boulot, ça va être dans un premier temps voir ce qu'est la balade, et Dieu sait qu'on en a des balades, de savoir quel est le cœur du problème, à savoir que le problème, il va être multiple, parce que imaginez bien que c'est une arborescence. On a un arbre, et souvent la personne, elle vient pour un problème avec la 4e branche en haut à droite, quoi. Sauf que le problème, il vient d'une des racines tout en bas de l'arbre. Mais avant, on va devoir un petit peu travailler, recadrer tout ça. Donc le boulot, ça va être déjà savoir quelle est la vraie problématique, quelle est la possibilité en séance aujourd'hui de travailler. Un truc tout bête, il y a beaucoup de personnes qui viennent en hypnose en se disant « Bon, bah, ça marche bien, j'ai quelqu'un qui a vécu ci et c'était bien. » Donc souvent, on a des personnes qui viennent en première séance pour de l'observation. Donc la personne va aller en transe. Elle va partir en transe, sauf que c'est ce que moi j'appelle une transe fermée. C'est-à-dire que la personne n'est pas dans une transe ouverte au changement et à la thérapie, mais elle est fermée à ça, mais ouverte à une transe d'observation. Je suis là pour voir comment est le thérapeute. C'est hyper important dans le rapport thérapeutique. Comment il fonctionne, quel outil il utilise. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'aime bien l'état? Souvent, les gens ils viennent au départ pour découvrir l'hypnose, pas pour se faire une thérapie. Ils veulent savoir ce que c'est l'hypnose. Et après, dès qu'on commence, bon, on a un peu travaillé sur la problématique, à savoir que, moi c'est ce que j'enseigne souvent à mes élèves, c'est je leur dis, n'ayez pas peur de prendre une séance entière à faire que de l'anamnèse. La vie d'une personne, c'est pas, tiens, j'ai mal au dos ici, je veux plus avoir mal. Oui, ok, mais t'as eu mal quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que petit t'avais mal au dos? Est-ce que quelqu'un d'autre t'a fait mal au dos? Blablabla. Mais t'as mal quand? Quand tu fais des gestes, quand tu penses à quelque chose, quand t'es angoissé, qu'est-ce qui se passe? Où, quand, comment? Blablabla. Et prendre du temps, parce que la vie d'une personne, elle a de l'importance. Dès qu'on commence à avoir suffisamment de billes, on va commencer donc à travailler avec cet état-là. Cet état-là, il va nous permettre d'avoir un état donc, qui est réceptif et ouvert à une transformation, ou en tout cas, dans un premier temps, plus ouvert à lui-même. Et là, on a soit notion très analytique, je t'emmène quelque part, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu ressens? Ou connecte-toi à ta douleur ou à ton problème. Ok, qu'est-ce qui te vient en premier? Je sais pas, j'ai mal au dos, ah bah là je pense à mon boulot. Super basique. Ok, et ton boulot, c'est quoi? Tu te trouves où? Bah je pense à... On reprend l'histoire du patron. Je pense à mon patron, il me saoule parce qu'à chaque fois c'est dégueulasse ce qu'il me dit et moi j'ai blabla. Ok, mais tu me dis que t'as eu souvent des problèmes avec tes patrons? Ah, j'aime pas l'autorité. D'accord, t'aimes pas l'autorité, mais toujours ou c'est récent? Ah bah non, j'aimais pas, j'ai pas aimé les règles, les cadres, etc. Donc petit à petit, on est en train de voir les problématiques de fond de la personne, ou en tout cas celles qu'il est en train de mettre en avant pour une séance, et ça va nous permettre de commencer à travailler dessus. Après, on a des outils très liés, certains à la PNL, type travailler sur des submodalités et autres, soit des trucs typiques de l'hypnose qui sont des régressions à la cause. J'ai une problématique, quand est-ce que c'est la première fois que tu l'as vécu? Exemple très classique, malheureux mais classique, le nombre de femmes qui viennent en cabinet pour des viols. C'est énorme. Mais elles ne viennent pas pour me dire « Salut, j'ai eu un viol, je veux gérer ça ». Souvent, c'est... moi, j'ai eu très souvent sur des grosses prises de poids, personnes qui viennent qui me disent « Voilà, moi, j'aimerais perdre du poids. » Ok. Donc, je lui explique que moi, je ne vais pas travailler en lui mettant un anneau gastrique hypnotique ou des choses comme ça. Je vais travailler sur le fond. On fait une régression à la cause, et là, on retombe sur un attouchement, ou en tout cas, ce qu'elle a perçu comme étant un viol. Et ça, il faut faire vraiment attention entre la perception et la réalité. On transforme nos mémoires. C'est-à-dire qu'une personne,
Si vous prenez la mémoire de ce que vous allez vivre ce soir, on en parle dans une semaine, vous allez lui dire une chose. On en reparle dans 10 ans. J'aurais pas fait les mêmes choses, j'aurais pas dit les mêmes choses. Votre mémoire aura changé. La perception de ce que vous aurez gardé par rapport à votre vie n'est juste qu'une projection de ce que vous avez envie de vous souvenir à un moment donné. Et c'est la même chose dans une régression. Quelqu'un qui va me dire, oui, bon ben voilà, j'ai été... donc, elle part en régression, elle me dit, voilà, je me vois, j'ai 5 ans, il y a un homme, il me fait ci, il me fait ça. Exemple super simple que j'ai eu en concret, régression à la cause d'une personne qui me dit, donc à un moment, elle m'a dit, j'ai eu des attouchements, je suis pas bien. Ok, on fait une régression. Et elle, ce qu'elle perçoit, donc à savoir que c'est pas une mémoire claire avec des images claires, hein, c'est ce qui vient comme un souvenir ou une sensation, une perception. Ça a été, je suis enfant, il y a mon père et ma mère, ok, puis il y a un monsieur. Ce monsieur, il me prend dans les bras, et puis il me fait un truc bizarre, je sais pas, je comprends pas, etc., etc. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Bah, je sais pas, il est en train d'enlever mon slip, etc., etc. Ok, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, là, gros coup d'émotion, etc. On travaille sur ça, donc ce qu'on appelle des recadrages, il y a plein de techniques par rapport à ça. Et après, on refait revenir. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a papa, maman qui est à côté, il se passe quelque chose, qui est à côté, qui était dans la même pièce. Donc, il y avait quelque chose qui était bizarre dans la perception. On revient, et là, je dis, ok, maintenant, tu as fait ton travail, donc on a fait un boulot dessus. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je lui dis, maintenant, tu es à côté de cet enfant, qu'est-ce que tu vois? Et là, d'un coup, il fait, c'est mon oncle. Ok, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de me changer ma couche. Mais il ne l'avait jamais fait avant. Ok, donc lui, il s'est senti violé dans l'intime par rapport à une personne qu'il ne connaissait pas, et il voyait papa, maman au loin en train de faire autre chose. Et il y a eu un truc de, c'est qui? Je le connais pas, j'ai peur, j'ai ci, j'ai ça. Mais il a créé une problématique liée à ça. Et c'est pas à prendre du tout à la légère, dans le sens où c'est pas parce qu'on n'a pas vécu la problématique dont on estime être victime, qu'on n'a pas exactement les mêmes feedbacks, les mêmes retours dans notre vie que cette personne qui a eu ce problème-là. Donc après, nous, notre boulot, ça va être ça. Ça va être parfois des recadrages, ça va être de retourner à des événements, ça va être de nettoyer. Nettoyer n'est pas oublier, hein. C'est de percevoir les choses de manière différente, de donner des ressources, de permettre de reconstruire ou de comprendre des choses. Il y a des personnes, ils ont juste besoin... exemple que j'avais eu, quelqu'un qui a été mordu par un chien. Il vient parce qu'il me dit j'ai une phobie des chiens, blablabla. Bla, bla, bla. Oui, je me souviens, c'était quand j'avais 11 ans, je me suis fait mordre par un gros chien. Ok. On remonte à ça, et en fait, il revient un moment d'avant. Donc on vient à 11 ans, ok, on travaille ça. Et je dis ok, est-ce qu'il y a un autre moment où, je sais pas, il y a un chien, il y a quelque chose où tu te sens pas à l'aise, blablabla. Il revient, et là il me dit ouais, je suis petit. Et en fait, le chien de ma grand-mère, qui était un petit chien, genre un caniche, il monte les dents et il me fait peur. Ok. Et en fait, sa problématique n'était pas le moment clé où il a été mordu, mais la peur initiale du chien liée au petit chien de sa grand-mère qui n'a rien fait, hormis montrer les dents. Mais la perception pour lui a été traumatique, ce qui a fait que, bon, alors si on est dans toutes les notions de pattern, j'ai peur, donc je recrée un schéma qui va être similaire à un moment donné, jusqu'à malheureusement obtention du résultat escompté même s'il n'est pas voulu. C'est comme si le pattern il se répète jusqu'à ce qu'on ait une réponse qui soit autosuffisante pour nous et donc auto-acceptable. Donc, ce qui est super problématique parce que derrière il y a tout un travail de responsabilité, etc. Donc c'est sur ce type de boulot qu'on fait. Là quand on commence à partir sur des ultras et autres, c'est une autre manière de travailler. Moi, je ne le fais pas avec tout le monde. Je le fais qu'avec les gens qui veulent être vraiment responsables de plein de choses. Et je le fais surtout avec des gens qui ont des maladies assez lourdes ou des problématiques assez graves. Parce que derrière, ça leur permet d'y retourner dans le même état. Quand des gens ont des problèmes et des troubles depuis des années, de douleurs, etc., de pouvoir y retourner, ne serait-ce que pendant 20 minutes, se sentir mieux, c'est extatique. Donc c'est travailler sur ça, puis avec des obligations de tu travailleras sur telle problématique, quand tu descends, tu te connectes à ça, tu vois ce que ça te dit, tu reprogrammes ça, etc. etc. C'est clair? Là, dans l'exemple que vous donnez avec oui. La jeune femme, oui. Elle n'a jamais parlé. Ouais, là, non, là sur les ultras, du tout. Du tout, puis là on n'est pas en... Non, parce que je me demande si elle peut. Si c'est cohérent quand on parle, si
Ah, Quel style de... Quand on vient à 11 ans, est-ce qu'on prend la ah, alors ça dépend. Ah, c'est intéressant ça. La question est, est-ce que quand on fait par exemple une régression, là elle disait, Elodie n'a pas du tout parlé. Vu que c'était une démo, on n'a pas parlé. Et elle demandait si par exemple on fait ce qu'on appelle une récession, une régression en âge, est-ce que la personne est cohérente et est-ce que par exemple elle prend la voix d'un petit enfant, etc. Ben, ça dépend des gens. Ça va dépendre du type de transe. Si la personne est quelqu'un en plus en transe consciente, en général, ça va être non, mais là l'enfant il est en train de faire ça. Et il va décrire, il va être en descriptif. Pas de problème. Donc là il va dire il est là. Je mets l'enfant quoi, moi, d'accord. Ouais donc il doit avoir 4 ans, 5 ans. Et là il me décrit. Ok, donc c'est très cohérent, très adulte, très intéressant. Et il y en a, non mais c'est dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe? Et on voit vraiment le corps commence à se rétracter. Ouais, mais j'ai peur de ça parce que... Et la voix change. Parce que là, elle est complètement dedans. Alors en PNL ou dans certains types d'hypnose, souvent on dit non, il ne faut pas que la personne soit dedans, il vaut mieux qu'il y ait toujours une distance. Et moi, avec l'expérience, je ne suis pas d'accord. Mais c'est vraiment avec l'expérience. Parce que le choc traumatique, on peut le travailler de plein de manières, même si la personne est en train de le revivre. Mais moi, je fais une hypnose qui est hyper provocative aussi. Hein. J'ai une énergie bien spécifique. Et l'hypnose provocative est quelque chose de très très spécifique. Où derrière, on va aller attaquer la problématique dans la provocation. Et ça peut paraître de l'extérieur extrêmement violent. Surtout pour tous les gens qui... toutes les personnes qui ont l'habitude, par exemple, du principe d'accueil inconditionnel et... limite de l'empathie extrême qu'on peut avoir, type les Rogeriens, si vous connaissez un petit peu Carl Roger. Les Rogeriens, ils sont extraordinaires. Non, Carl Roger est extraordinaire, tous les Rogeriens ne le sont pas, comme tous les Ericksoniens ne le sont pas, alors que Erickson l'était. La notion d'hyper-empathie, elle est bonne avec plein de gens, mais avec d'autres, non. Moi, je suis beaucoup le courant de Farelli, et Farelli, c'était du provocatif. Et provocatif, c'est je vais défoncer ta problématique. Par contre, ça va faire mal. Je t'attaque jamais toi, mais j'attaque la problématique. Et ce qui fait que pendant ta transe, ça bouge. Il y a plein de choses qui se passent. Mais c'est une autre manière de faire qui est ni bonne ni mauvaise, hein, mais qui est une stratégie thérapeutique bien spécifique. Bonsoir. Moi j'ai une question. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Je trouve ça vraiment très intéressant. Par rapport à l'émotion, ce que tu as dit, pardon je te tutoie, mais ce que tu as dit juste avant, là, ça m'a beaucoup interpellé justement la provocation, parce que moi j'ai fait des ateliers de développement personnel, je n'ai pas fait grand chose, mais où justement il y avait un côté où on attaquait, où on forçait un peu les défenses de la personne pour la pousser à affronter une émotion, et justement ma question c'était au niveau de l'émotion. Moi j'ai remarqué de par mon expérience que quand on affrontait, ce qui nous bloquait en fait c'était une émotion qu'on n'arrivait pas, qu'on refusait d'accepter, donc une peur quelque part, et j'ai remarqué pour moi et pour d'autres personnes avec lesquelles j'ai fait des stages que quand on affrontait cette émotion, on se laissait envahir, finalement quelque part on réglait un problème. Est-ce que c'est ça que tu travailles ou... Ça va dépendre. En fait, se trouver confronté à une émotion qu'on n'avait pas envie de travailler fait que tu vas rentrer très rapidement, tu vas avoir une abréaction. C'est-à-dire que tu vas avoir un excès émotionnel qui va arriver, comme une délivrance potentielle. Et c'est souvent ça que les gens aiment bien, c'est que d'un coup, c'est peut-être très violent, d'un coup on les voit pleurer, crier, quoi. Il y a vraiment un truc, c'était ce qui cherchait un moment, Pearls, un moment Gestalt, quand il faisait taper sur les coussins, le cri primal pour certains, quoi, si vous avez travaillé d'autres systèmes où il y avait un truc. Il y a du bon et du moins bon, hein, c'est comme tout système, il n'y a aucun système parfait. Hein. Par contre, il y a la potentialité donc, de cette abréaction et de sortir quelque chose de fort de nous-mêmes, et qui va nous permettre d'avancer. Maintenant, tout le monde ne va pas accepter ça. Moi, je sais que j'ai des patients qui viennent me voir, ils savent mon énergie. Donc, ils savent que ça va un petit peu bouger. Quoi. Maintenant, les gens qui, par exemple, ne sont pas du tout dans le monde hypnose et autres, qui vont faire du chamanisme, et qui prennent de l'ayahuasca ou des trucs comme ça, qui partent super loin, et qui disent quasiment tous, j'ai vécu un truc qui était horrible. J'ai cru à un moment que j'allais mourir. Et quasiment toutes les personnes qui ont fait un peu de trucs chamaniques disent à un moment,
sauf qu'après je me suis senti délivré. C'est une autre manière de trouver une transe qui va nous permettre de vivre quelque chose parfois d'excessif, et qui va permettre de ce qu'on appelle rupter un pattern, donc détruire un pattern, un schéma dissonant qui n'a plus lieu d'être et qui faisait que de se répéter, parce qu'au bout d'un moment, et avec des cycles de plus en plus courts, parce qu'au bout d'un moment, il est en train de te dire mais tu vas comprendre, sauf qu'on n'a pas envie de comprendre. Et que le seul truc, ça va être de faire dérailler ça, parfois de manière, je ne dis pas que c'est la clé, parfois de manière un peu brusque, pour réussir à bouger. Mais Roger, lui, par exemple, donc, qui était très dans l'empathie, il n'était pas du tout dans cette énergie-là, il était au contraire dans l'accueil inconditionnel de ce que tu vas pouvoir lui dire, et même de ta peur. Si un jour dans ta vie, tu te sens réellement, et c'est toute la beauté de certains psychanalystes, de se dire « Waouh, je suis accueilli pleinement, totalement et inconditionnellement dans ce que je suis. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de mots, il y a juste de l'accueil. Il y a juste un moment, le petit garçon, la petite fille intérieure qui fait « Waouh, merde, c'est ça que j'ai attendu toute ma vie, qu'on m'écoute. » Et c'est super beau aussi, pourtant il n'y a rien de violent derrière ça. Ça va dépendre des gens, ça va dépendre... quelqu'un qui a l'habitude... Moi, j'ai une énergie qui est dans le combat. Donc, moi, tu me fais du rogerien, je vais te regarder, je vais te dire hey, « Coco, t'es gentil, tu m'accueilles, j'en ai rien à battre, moi j'ai envie de bouger, quoi. » Mais parce que mon énergie n'est pas adaptée à ça. Aujourd'hui, dans 10 ans, peut-être elle le sera. En même temps, il y a des gens, il faut que ça bouge, parce qu'eux, ils ont appris, au travers, paradoxalement, de la douleur. Ils se disent tout le temps, de toute façon, la vie, c'est dur. C'est aussi une manière pour eux de trouver un autre pattern, ou en tout cas un exutoire. Donc, il faut après toujours s'adapter. Il n'y a rien du tout d'un point de vue thérapeutique et en hypnose, qui a plein de styles et de systèmes différents, qui est absolu. C'est vraiment en fonction de chacun. Nous, en tant que thérapeute, on doit s'adapter. Il y a des moments où moi, je ne vais pas du tout faire partir les gens en transe comme ça. Je ne vais pas du tout faire d'Hellmanien. Je vais partir sur complètement autre chose. Parce que à ce moment-là, ils ne sont pas prêts à ça. Et que ce n'est pas ce qui est adapté. Le thérapeute, il doit toujours s'adapter au partenaire. Si pour quelqu'un, on sent qu'il y a ce besoin d'aller confronter et faire bouger cette émotion de manière un peu provoque, ou très provoque, faille. Par contre, la provoque peut fonctionner sur tout le monde. Mais tout le monde ne va pas le vivre de la même manière. Et donc nous, il faut être en respect avec le fait que tu es prêt à vivre quelque chose à un moment T, et que je n'ai pas à t'imposer, moi, ma carte du monde, ma croyance, comme étant plus juste que la tienne. Surtout si tu viens voir pour une thérapie, j'ai rien à t'imposer du tout. Merci beaucoup. J'aime bien aussi le fait de dire partenaire et pas patient, je trouve ça pas mal aussi. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. En respectant l'intimité, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui vous a amené à faire de l'hypnose et quel a été éventuellement votre parcours professionnel pour en arriver à cette démarche. Merci. Donc moi j'ai commencé, j'ai fait du magnétisme tôt parce que j'ai fait des sports de combat. Donc très tôt, mon but, ceux qui font de l'énéagramme, je fais du 8, donc c'est quête de force et recherche de sécurité au travers de la force, m'amener vers des styles de combat de plus en plus durs. À savoir que mon but était, il faut que j'arrive à m'en sortir. Et un jour, dans un des stages, j'ai rencontré un maître chinois qui nous expliquait qu'avec l'énergie interne, on pouvait tuer les gens, etc. Bon, moi, comme petit gamin, j'étais « ouais, super !» Sauf que j'ai pas trouvé que ça marchait. Par contre, il a montré une chose extra. À un moment, il y a quelqu'un qui donne un coup de pied et qui s'explose la cheville. Et il dit « regardez, l'énergie interne peut aussi permettre de calmer les douleurs. » Effectivement, le gars, qui ne pouvait pas marcher, parce qu'il avait vraiment un gros truc, a commencé à marcher. Et là, je me suis dit, super, si lui peut le faire, je peux le faire. Donc j'ai commencé à faire ça tout le temps. Dès que j'avais une douleur, j'en avais plein, je commençais à les calmer. Et donc après, je l'ai fait à des gens, parce que je me suis dit, ça marche sur moi, ça peut peut-être marcher sur des gens, et ainsi de suite. Donc sur les années, j'ai trouvé ça cool, mais il y avait un truc qui me dérangeait. Avec une famille qui est très très cartésienne, je pense qu'inconsciemment, ça m'a fait, il faut que tu aies une explication un peu plus rationnelle que l'énergie de l'univers avec tes chakras qui tournent, qui est très bien, mais qui, dans notre société rationnelle, tu dis ça à quelqu'un, il va te dire, non mais t'es gentil, ton chakra, rien à faire, quoi. Donc, ce qui est normal. Donc derrière, moi j'ai eu besoin de trouver d'autres réponses.
ce que j'ai eu de la chance aussi, c'est que j'ai croisé des gars qui avaient fait l'INSEP, puis je suis allé à l'INSEP de temps à autre pour m'entraîner avec les gars de l'équipe de France et autres. Et là-bas, ils faisaient de la sophro. J'avais 16-17 ans, t'allonger, entendre que t'es un arbre, que tes racines vont dans le truc, je suis c'est facile. Bon, alors moi, dès que j'apprends quelque chose, j'ai besoin de le mettre en pratique. Donc la semaine qui a suivi, à toutes les personnes que je croisais, ils étaient des arbres, mais ils recevaient de l'énergie dans le sol. Hein. Je me suis dit, c'est trop bien. C'est facile, ça marche. Donc j'ai fait ça super longtemps, toujours en recherche. Au fur et à mesure, je travaillais, je lisais plein de bouquins de dev perso, etc. Je suis tombé sur la PNL, je devais avoir moins de 18 ans, donc j'ai commencé à travailler un petit peu sur la PNL. De la PNL, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Alors j'ai commencé à suivre des cours, je me payais des cours pour tester, pour apprendre, etc. Et alors la PNL, j'ai beaucoup utilisé au moment où j'étais en entreprise. Moi, dès la fin de ma scolarité, mon projet de création d'entreprise, c'était créer un cabinet et éventuellement une librairie avec. Dans la librairie, j'ai mis loin. Mais c'était un truc, je me disais, ça peut être cool. Mais je me suis dit, c'est débile, t'as fait un master en création d'entreprise et en marketing, va tester un peu tes techniques. Donc en gros, j'ai fait pendant pas mal d'années de ma vie, 6-7 ans, j'ai fait plein de boîtes, parce que je suis très très instinctif, donc quand j'aime plus quelque chose, je me lève, je pars. Ce qui était horrible pour mes responsables. Mais je testais ma PNL. Est-ce que ça marche? Est-ce que je suis capable de vendre n'importe quoi à n'importe qui?